C'était un contrat de façade pour 7 jours, mais le riche homme d'affaires a perdu son cœur pour la humble domestique. Le ciel de Paris était d'un gris typique en ce début d'automne, avec cette lumière tamisée qui rendait les rues presque mélancoliques. Émile Laurent, costume parfaitement ajusté, silhouette droite et regard perçant, marchait d'un pas rapide à travers les couloirs vitrés de la tour d'affaires qui portait son nom. Les employés s'écartaient discrètement sur son passage. L'homme n'était pas connu pour son affabilité. À 43 ans, il avait bâti un empire dans le secteur des technologies logistiques avec une précision clinique et une froideur calculée. Tout ce qui échappait à son contrôle lui inspirait méfiance, voire dédain. Depuis des mois, il préparait l'un des plus grands mouvements stratégiques de sa carrière, une fusion avec une entreprise américaine, concurrente directe mais complémentaire. Tout était aligné, du moins sur le papier. Mais les investisseurs, en particulier les actionnaires étrangers, voulaient des garanties moins tangibles, plus humaines. Ils cherchaient une figure stable, un homme équilibré, enraciné, capable de refléter une image de stabilité au-delà des chiffres. L'un d'eux avait même lancé, lors d'une vidéoconférence, une remarque qui avait glissé comme une flèche froide. Ce serait plus rassurant de savoir que M. Laurent a une vie personnelle bien ancrée. Un homme sans attache peut aussi fuir ses responsabilités. Depuis ce jour, l'idée avait germé, inconfortable mais persistante. Il fallait un visage à ses côtés, pas un consultant, pas un attaché de presse, une compagne, ou du moins l'image d'une. L'idée lui était désagréable. Feindre un lien sentimental, manipuler les apparences, c'était contraire à sa nature directe. Mais les enjeux étaient trop grands. Il ne s'agissait pas d'amour, ni même de confort personnel. C'était une stratégie, une façade temporaire, un artifice comme un autre dans le théâtre du pouvoir. C'est sa tante Margot qui, sans le savoir, offrit une solution improbable. Elle l'appelait souvent, surtout pour se plaindre de sa santé ou de la solitude. Cette fois-ci, elle parlait d'une nouvelle aide ménagère, Clémence Roux, engagée récemment pour l'aider à maintenir son appartement en ordre. Une jeune femme, disait-elle, pleine de bonnes intentions mais trop sincère pour son propre bien. Elle ne sait pas mentir, Émile. Et crois-moi, ce monde-là, il avale les sincères tout crus. Ce fut cette remarque anodine qui fit tilt dans l'esprit analytique de l'entrepreneur. Une personne sincère, incapable de simuler. Dans un rôle où on lui demanderait justement d'être authentique. C'était presque ironique. Le lendemain, il passa voir sa tante, comme rarement. Il observa Clémence discrètement. Elle avait quelque chose de désarmant. Des vêtements simples, un chignon mal retenu, un sourire franc sans attente. Elle ne cherchait pas à plaire, ce qui, paradoxalement, captait l'attention. Lorsqu'elle entra dans la pièce avec un plateau de thé, elle trébucha légèrement, rougit et s'excusa, mais sans surjouer. Il n'y avait pas de masque. C'était inhabituel, intrigant. Ce soir-là, dans le calme glacial de son appartement minimaliste, il rédigea un contrat. Un document concis mais clair. Une semaine, une seule. Rémunération généreuse. Apparition publique à ses côtés. Aucun contact physique obligatoire. Et surtout, une clause étonnante. Elle devrait se comporter naturellement, sans jouer un rôle. Il voulait qu'elle reste elle-même. C'était l'effet recherché. Lorsqu'il revint la voir, un jour plus tard, Clémence frottait les vitres de la véranda. Elle leva les yeux, étonnée de le voir seul, sans sa tante. Il lui tendit une enveloppe. Elle la prit, méfiante. En lisant les premières lignes, ses sourcils se froncèrent. « C'est une blague ?» demanda-t-elle incrédule. Il resta impassible. « Pas du tout. Je vous propose un arrangement professionnel. Rien d'autre. C'est clair. » Elle lut en silence, 2 fois, puis releva les yeux, le jaugeant. « Vous voulez que je vous accompagne à des dîners? Que je fasse semblant d'être votre compagne? Pas semblant, non. Je veux que vous soyez exactement comme vous êtes. C'est ça qui m'intéresse. » Elle éclata d'un petit rire nerveux. « Vous n'avez pas des actrices pour ça ?» Il ne répondit pas. Elle continua à lire, puis leva les yeux à nouveau. « Pourquoi moi ?» Il répondit avec une honnêteté rare. « Parce que vous ne cherchez pas à séduire, et parce que vous ne savez pas mentir. » Elle hésita. Longtemps. Il vit le conflit intérieur dans ses yeux. L'orgueil, la méfiance, la curiosité. Et peut-être derrière tout cela, le besoin d'un changement, d'une respiration dans un quotidien sans promesse. Si je dis oui, j'ai le droit de dire ce que je pense? C'est même une condition. Elle hocha lentement la tête. Très bien.
Une semaine. Mais je veux une copie signée du contrat. Et je ne change pas de vêtements pour plaire. Il eut un mince sourire. Parfait. Clémence Roux n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qu'elle venait d'accepter. Pas plus qu'Émile ne pouvait prévoir l'impact que cette semaine aurait sur tout ce qu'il croyait immuable. Dans les coulisses d'un monde fait de codes, de regards froids et de calculs incessants, une simple jeune femme venait d'être engagée non pour jouer un rôle, mais pour être vraie. Ce serait leur force, ou leur chute. La lumière dorée du chandelier se reflétait sur les verres en cristal, projetant des éclats doux sur la nappe immaculée. Le salon privé du restaurant Le Violon d'Ingray, habituellement réservé aux personnalités politiques et aux magnats de la finance, avait été aménagé pour un dîner à deux. Émile avait tout organisé jusqu'au choix du vin. Un Saint-Émilion de 1989, millésime rare. Choisi non pour impressionner Clémence, il ne nourrissait pas de telles intentions, mais parce que c'était, selon lui, la dernière chose dans ce scénario qui lui appartenait entièrement. Clémence arriva avec quelques minutes de retard. Elle portait une robe noire simple, sans ornement, et un manteau de laine beige que sa grand-mère lui avait donné des années auparavant. Elle n'avait pas cherché à paraître sophistiquée. Pas de talons, pas de maquillage exagéré, juste elle, droite, déterminée, mais avec une lueur d'inquiétude dans le regard. Ce monde n'était pas le sien, et elle le savait. Mais elle n'avait pas peur d'y pénétrer, car elle avait une certitude tranquille. Elle n'avait rien à prouver à personne. Émile se leva à son arrivée, un geste presque mécanique. Il lui tira la chaise, et elle le remercia sans cérémonie. Les premières minutes furent silencieuses, rythmées par le service précis des plats. Une entrée à base de foie gras que Clémence repoussa discrètement. Elle ne mangeait pas de foie gras et le dit simplement, sans détour ni excuse. « Je sais que c'est raffiné, mais je trouve ça cruel », déclara-t-elle calmement en fixant Émile. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur elle, un peu trop longtemps. Ce n'était pas l'indignation qui l'habitait, mais une sorte de surprise froide. Personne ne lui parlait ainsi, surtout pas lors d'un repas aussi minutieusement préparé. Pourtant, il hocha légèrement la tête et fit signe au serveur de retirer le plat sans commentaire. Le dîner se poursuivit avec des échanges timides, souvent pratiques. Il lui parlait des personnes qu'ils allaient rencontrer dans les prochains jours. Elle écoutait, prenait note mentalement, mais ne posait pas les questions que d'autres auraient formulées pour se montrer intéressés. Elle n'avait aucune intention de plaire, et c'est justement cela qui captait l'attention d'Émile plus qu'il ne voulait l'admettre. À un moment, la conversation dériva sur les cercles sociaux qu'Émile fréquentait. Il mentionna un certain monsieur Fournier, haut dirigeant d'une multinationale du luxe, homme puissant et redouté, dont la femme était célèbre pour ses œuvres caritatives aussi bien que pour ses interventions esthétiques. Clémence, sans attendre, lança « On dirait qu'ils organisent leur vie comme une vitrine. Même leurs bonnes actions ont l'air calculées. Ça me donne la nausée. » Il y eut un silence. Le serveur, qui approchait avec une carafe d'eau, s'arrêta net avant de faire demi-tour. Émile la regarda, cette fois avec une intensité plus vive. Ce n'était pas un simple regard d'agacement. Il y avait de la tension, oui, mais aussi une étincelle fugace, comme si elle avait touché quelque chose de caché, d'inavoué. Il posa lentement sa fourchette. « Ce genre de commentaire pourrait vous coûter cher dans les cercles que vous allez côtoyer, » dit-il d'un ton neutre. « Alors c'est eux qui sont trop chers, pas moi, » répondit-elle sans se démonter. Ce fut la première fissure dans la façade glacée d'Émile Laurent. Il détourna le regard, pinça les lèvres, mais ne répliqua pas. Le repas se poursuivit dans une ambiance plus tendue, mais cette tension n'était pas hostile. Elle ressemblait à un affrontement silencieux entre deux mondes, le sien fait de maîtrise, de manières et de diplomatie feinte, et le sien à elle, brut, honnête, parfois maladroit, mais jamais creux. Quand le dessert fut servi, un soufflé au citron qu'elle accepta avec plaisir, Clémence changea de sujet, racontant une anecdote banale de son ancien emploi dans une blanchisserie. Comment un homme d'affaires, pressé, avait oublié un billet de 500 € dans la poche de sa chemise et comment elle avait tenté de le lui rendre, mais qu'il l'avait accusé de tentative de vol. Elle rit en racontant la scène, non pas pour en faire une plainte, mais parce qu'elle en avait tiré une leçon. Certaines personnes sont tellement prisonnières de leur peur qu'elles oublient de voir ce qui est vrai. Émile ne rit pas, mais il écouta. Pour la première fois, il écouta vraiment. Et lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il détourna les siens.
Son masque se fendillait, lentement, presque imperceptiblement. À la fin du dîner, lorsqu'ils se levèrent pour partir, il lui tendit son manteau. Le geste était élégant, mais sa main frôla la sienne plus longtemps que nécessaire. Ce contact bref, anodin pour un observateur extérieur, contenait en réalité une charge électrique qu'aucun des deux ne voulut reconnaître. Dans la voiture qui les ramenait chacun chez soi, le silence régna. Clémence regardait les lumières de la ville défiler, songeuse. Elle repensait à ce regard, ce moment où il l'avait fixé après sa remarque sur la fausseté du monde qu'il fréquentait. Ce n'était pas du mépris, c'était un reflet, comme s'il s'était vu, un instant, à travers ses mots. Quant à Émile, assis seul, le coude contre la vitre, il ne pensait pas à la fusion, ni aux actionnaires, ni aux objectifs. Il pensait à cette femme qui n'avait ni pouvoir ni statut, mais qui, en une seule soirée, avait réussi à perturber l'ordre de ses certitudes les mieux ancrées. Une soirée qui, à ses yeux, devait être une simple mise en scène de convenance, venait de déclencher une dissonance qu'il ne saurait encore nommer. Mais il le sentait, quelque chose avait commencé à bouger, et ce n'était pas dans son entreprise. Clémence relut le contrat pour la 3e fois. Elle était assise sur le petit canapé bleu de son studio à Montreuil, une tasse de thé froid à la main, les sourcils froncés. Il y avait quelque chose dans la formulation du document qui ne cessait de la troubler. Elle n'avait pas l'habitude des textes juridiques, encore moins des clauses à double lecture, mais cette ligne en particulier, agir avec liberté et authenticité en public, revenait la hanter. Pourquoi Émile, un homme aussi contrôlé, aussi soucieux de l'image, exigerait-il d'elle qu'elle soit spontanée, naturelle, sans phare, dans un univers où chaque mot est mesuré et chaque geste calculé? Ce n'était pas logique, et ce qui n'était pas logique, chez elle, éveillait une alarme intérieure. Elle avait toujours vécu dans des contextes où le moindre détail pouvait signifier danger ou manipulation. Grandir entre foyers temporaires et gardes alternés après la mort de ses parents l'avait rendue attentive, presque instinctive. Elle connaissait les silences qui dissimulent une volonté, les phrases creuses qui cherchent à dissimuler une vérité. Ce contrat, bien que clair sur le papier, cachait quelque chose de moins tangible. Une attente, peut-être, ou une peur. Elle se souvenait du regard d'Émile pendant le dîner, de la façon dont il semblait vouloir tout contrôler tout en la laissant libre de dire ce qu'elle pensait. C'était contradictoire, et les contradictions, dans sa courte mais dense expérience de vie, étaient presque toujours synonymes de blessures mal fermées. Elle pensa à appeler sa tante pour en parler, mais se ravisa. La vieille Margot aurait probablement minimisé l'affaire, ou pire, y aurait vu une chance inespérée de rapprochement social. Clémence savait qu'elle était seule face à ce choix, et au fond, elle ne voulait pas d'avis extérieur. Ce contrat, elle l'avait déjà accepté, non pour l'argent, même si la somme promise couvrait 6 mois de loyer, mais par défi. Un défi contre elle-même, contre cette idée qu'elle n'aurait jamais accès à un monde qui ne lui appartenait pas. Le lendemain, elle fut convoquée au bureau d'Émile pour une séance d'orientation. Elle s'était habillée comme à son habitude, sobrement, mais avec soin. Un pantalon noir bien repassé, une chemise crème et une écharpe bordeaux nouée autour du cou. Dans le hall de l'entreprise, on la regarda avec cette curiosité feutrée que les riches réservent aux éléments inattendus. Elle n'en avait cure. Elle avançait droite, regard franc, sans chercher à s'effacer. Le bureau d'Émile était vaste, baigné de lumière naturelle avec une vue panoramique sur la Seine. Il se leva à son entrée, lui serra la main, puis lui indiqua une chaise face à son bureau. Il semblait un peu fatigué, ou distrait. « J'ai demandé à ce qu'on vous briefe sur les événements de la semaine », dit-il en lui tendant une brochure élégante. Elle prit le document sans un mot. Le silence s'étira. « Vous avez lu le contrat ?» demanda-t-il enfin. « 3 fois, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Il hocha la tête. « Et je me demande pourquoi quelqu'un qui vit dans un monde où tout est calculé aurait besoin de quelqu'un comme moi pour jouer la carte de l'authenticité. » Il ne répondit pas tout de suite. Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre, mains croisées dans le dos. « Parce que je suis fatigué de mentir, » dit-il enfin, presque à voix basse. La phrase la surprit. Elle ne s'attendait pas à tant de franchise. « Alors pourquoi continuer ?» demanda-t-elle. Il se retourna. « Parce que ce n'est pas moi qu'on observe, c'est l'image. Et l'image doit être parfaite. Mais vous m'avez demandé d'être moi-même. Je suis tout sauf parfaite. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « C'est exactement ce qu'ils doivent croire.
Une touche d'imperfection rend l'ensemble plus crédible. Elle le fixa, interdite. Il n'avait pas dit ça avec cynisme, mais avec un réalisme glacé. Il ne cherchait pas à manipuler les autres, pas directement. Il cherchait à survivre dans un monde où tout le monde manipule tout le monde. Elle baissa les yeux sur la brochure. Des noms, des horaires, des lieux de réception, des instructions de comportement. On lui indiquait comment marcher, quand parler, où s'asseoir, mais nulle part, il n'était écrit quoi penser. Et cela, paradoxalement, lui donnait une marge de manœuvre. « Vous voulez que je sois sincère ?» dit-elle après un long moment. « Alors vous devez l'être aussi. Pourquoi moi, Émile ? Vraiment ?» Il la regarda, et cette fois, il ne détourna pas les yeux. « Parce que vous ne me devez rien, parce que vous ne cherchez pas à me plaire, et parce que vous êtes incapable de simuler ce que vous ne ressentez pas. » Il y avait une tension étrange dans l'air, un flottement qui rendait l'atmosphère plus dense. Clémence sentit que pour la première fois depuis longtemps, elle était écoutée, non comme une employée, mais comme une égale. Elle se leva, replia la brochure, la glissa dans son sac. « Très bien, dit-elle, je jouerai mon rôle, mais à ma manière. » Il inclina légèrement la tête. « C'est tout ce que je demande. » En sortant du bureau, elle croisa plusieurs regards étonnés. Elle n'avait pas la démarche d'une assistante, ni l'allure d'une maîtresse. Et pourtant, elle avançait avec la certitude de quelqu'un qui savait exactement où elle mettait les pieds. Ce soir-là, dans son studio, elle relut encore une fois le contrat. Et cette fois, elle comprit. La clause sur l'authenticité n'était pas un piège. C'était une supplique déguisée. L'homme qu'elle accompagnait n'avait pas besoin d'une actrice. Il avait besoin d'un miroir. Et elle était prête à lui tendre ce reflet, qu'il le veuille ou non. Le grand hall du palais de Tokyo résonnait d'une musique douce et d'un brouhaha feutré typique des événements mondains parisiens. Les murs immaculés servirent de toile à des installations artistiques avant-gardistes, mais personne ne semblait réellement y prêter attention. L'attention était ailleurs, sur les robes, les chaussures, les montres, les noms qui circulaient à voix basse. Ce soir-là, Émile Laurent devait briller au bras de Clémence Roux, sa compagne supposée dans ce gala de charité organisé par la Fondation Marceau, un rendez-vous incontournable du calendrier économique et culturel parisien. Clémence, vêtue d'une robe bleu nuit choisie par une styliste de l'agence, s'était refusée à porter les bijoux qu'on lui avait proposés. Trop visibles, trop dissonants. Elle avait préféré ses propres boucles d'oreilles discrètes, offertes par sa grand-mère. Émile n'avait fait aucun commentaire, mais elle avait vu dans son regard cette lueur brève de contrariété mêlée d'une forme de respect tacite. Il avait accepté son choix, sans discussion. À leur arrivée, les flashs crépitèrent. Clémence ne s'y habitua pas. Elle serra les dents, posa comme on le lui avait conseillé, mais son sourire était tendu. Émile, quant à lui, maîtrisait chaque mouvement, chaque angle de visage. Il saluait avec mesure, commentait les œuvres exposées avec un ton distant mais respectueux, et présentait Clémence comme sa compagne, sans jamais la regarder en disant ces mots. C'était mécanique, calculé. Mais autour d'eux, les regards scrutaient, jaugeaient, comparaient. C'est en s'éloignant un instant pour chercher une coupe de champagne que Clémence tomba par hasard sur un homme d'une soixantaine d'années, souriant, au costume bien coupé, mais dont l'attitude détonnait avec l'atmosphère générale. Il semblait à l'aise, presque jovial, et lorsqu'il la salua, elle lui répondit avec naturel. « Je vous ai vu tout à l'heure avec Émile », dit-il en tendant la main. « Vous devez être Clémence. » Elle hocha la tête. « Et vous êtes ?» Il rit doucement. « Roland Viguier. On dit que je suis le dinosaure des affaires. Je suis un ami. Ou un vieil adversaire, selon les jours. » Elle sourit. Il avait ce ton espiègle et franc qu'elle reconnaissait aisément. Ils commencèrent à parler. Elle lui raconta comment elle avait trouvé la robe trop brillante, mais qu'on lui avait dit qu'elle serait juste assez élégante. Il éclata de rire, sincèrement. Elle lui parla d'un tableau qu'elle avait vu dans une autre exposition, bien plus expressif que ceux ici, selon elle. Il l'écoutait, amusé, presque fasciné. Autour d'eux, quelques regards commencèrent à se tourner, surpris de voir le redoutable Roland Viguier rire aussi franchement, aussi longtemps. Émile les rejoignit peu après. Il avait vu la scène de loin. Son pas s'était accéléré malgré lui. Clémence, en le voyant arriver, s'empressa de faire les présentations. « Émile, Roland et moi étions en train de parler de cette œuvre là-bas. Elle me rappelle un tableau qu'une amie m'a montré une fois dans un petit musée à Dijon. » Émile ne répondit pas immédiatement.
Il échangea une poignée de main ferme avec Viguier, puis tourna un regard neutre vers Clémence. « Intéressant », dit-il simplement. Mais Clémence vit la tension dans sa mâchoire, le micro-serrement de ses lèvres. Elle le connaissait assez, à présent, pour savoir qu'il n'était pas en colère contre elle. Il était contrarié de ce qu'elle avait involontairement provoqué. La simplicité de son ton, son authenticité désarmante, venait de créer un lien immédiat avec un homme d'influence. Et ce lien n'avait rien à voir avec Émile, ni avec son contrôle. De retour à leur voiture, il resta silencieux. Clémence, d'abord, ne dit rien. Puis, n'y tenant plus, elle brisa le silence. « Tu es fâché ?» Il tourna légèrement la tête vers elle. Ce n'était pas prévu. Elle fronça les sourcils. De parler à quelqu'un, de capter l'attention de cette manière. Elle le fixa, interloquée. « Parce que j'ai été moi-même ? Parce que j'ai eu une conversation normale avec un homme normal ?» Il soupira. « Ce monde n'est pas normal, Clémence. Chaque mot, chaque sourire est analysé, interprété, utilisé. Tu ne peux pas juste improviser. » Elle le regarda longuement. « Alors pourquoi m'avoir demandé d'être authentique ?» Il ne répondit pas. Le silence s'installa à nouveau, plus lourd. Ce n'est que bien plus tard, dans la nuit, qu'Émile revint sur ces mots. Il l'appela, tard, ce qu'il ne faisait jamais. Sa voix était plus calme, plus basse. « Je n'étais pas fâché contre toi, j'ai eu peur. » Elle resta silencieuse à l'autre bout du fil. « Peur que tu deviennes plus que ce que j'avais prévu. Que tu rendes tout, trop réel. » Clémence, allongée sur son lit, le téléphone posé contre son oreille, ferma les yeux un instant. « Et si tout devenait réel, Émile ? Ce serait si grave. » Il ne répondit pas. Mais le souffle qu'elle entendit après sa question n'était pas celui d'un homme sûr de lui. C'était celui de quelqu'un qui, pour la première fois, réalisait que tout ce qu'il pensait pouvoir maîtriser lui échappait. Et que peut-être ce n'était pas si mal. La pluie tombait en silence sur les pavés du quai de Conti, formant des miroirs éphémères dans lesquels les réverbères dessinaient des halos dorés. Les passants s'étaient faits rares à cette heure. Clémence marchait à côté d'Émile, les mains dans les poches de son manteau, les yeux rivés sur le fleuve dont la surface sombre et agitée ressemblait à un paysage intérieur qu'elle connaissait trop bien. Il n'y avait pas eu d'événement ce soir-là. Aucun gala, aucun dîner. Juste une envie, exprimée avec pudeur de prendre l'air. Clémence avait accepté sans poser de questions. Elle commençait à comprendre les silences d'Émile, à déchiffrer les soupirs qui l'étouffaient. Ils marchaient côte à côte, sans parler. Cela aurait pu être pesant, mais ce ne l'était pas. Au contraire, il y avait dans cette absence de mots une forme de dialogue plus profond, un accord tacite, une entente encore fragile, mais réelle. Ce fut Clémence qui rompit le silence, d'une voix douce, presque étrangère à elle-même. « Tu sais que je suis resté dans la même chambre pendant 16 ans ?» Émile tourna légèrement la tête vers elle. Elle fixait toujours l'eau, celle de ma grand-mère. Elle m'a élevé après l'accident. J'avais 8 ans. Mes parents revenaient d'un week-end en Bourgogne, voiture renversée sur l'A6. Il ne dit rien. Son pas ralentit légèrement. « C'est drôle, » reprit-elle. « On pense toujours qu'on aura le temps de dire les choses. Mais tout s'arrête si vite. Et après, tu te retrouves dans une maison qui sent le linge propre et la soupe aux légumes, à essayer de comprendre pourquoi les gens disparaissent. » Elle s'arrêta enfin et se tourna vers lui. « Je ne suis pas comme ces femmes que tu fréquentes. Je ne sais pas séduire. Je ne sais pas me taire quand il le faudrait. Et je n'ai rien construit. Je suis une survivante, pas une conquérante. » Le regard d'Émile était sombre. Il sembla chercher les mots, comme s'il lui échappait, lui, l'homme habitué à la précision, au contrôle. « Tu as plus construit que tu ne le crois. » Elle haussa légèrement les épaules. « Peut-être. Mais tu sais tout de moi ou presque. Et toi, qu'est-ce que tu caches derrière ce costume sur mesure et ce regard toujours distant ?» Il mit du temps à répondre. Puis enfin il parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Ma mère m'a quitté quand j'avais 10 ans. Un matin, elle a préparé mon petit déjeuner, m'a coiffé, puis elle est partie. Elle a laissé une lettre, comme dans les films. Mon père n'a jamais su pourquoi. Il a passé des années à chercher une raison. Et moi, j'ai passé des années à chercher comment ne plus avoir besoin de personne. » Clémence resta figée. Les mots flottaient entre eux, lourds et fragiles. « Tu l'as revue ?»« Ah, une fois. Elle était vieille, malade. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur de ne pas être à la hauteur, peur de me détruire en restant. Alors elle a fui. Et moi, j'ai grandi avec cette idée que l'amour était une faiblesse, une faille.
Elle s'approcha d'un banc, s'y assit sans le quitter des yeux. Il la rejoignit à distance raisonnable, comme s'il craignait encore de franchir une ligne invisible. « Et maintenant, tu crois toujours que l'amour est une faiblesse ?» Il prit une profonde inspiration. « Je crois que c'est une faille nécessaire. » Clémence sourit tristement. « Moi, je crois que c'est une mémoire, un endroit où on peut revenir, même quand tout le reste s'effondre. » Ils restèrent là longtemps, sans se toucher, sans bouger, avec seulement le bruit de la pluie et du fleuve pour les envelopper. Quelque chose venait de se fissurer, doucement, sans fracas. Et dans cette faille, une forme de vérité prenait racine. Plus tard, en remontant la rue pour regagner le véhicule, Clémence marcha un peu plus près de lui. Pas assez pour que cela soit remarqué, mais assez pour qu'il sente sa présence, cette chaleur discrète qui ne demandait rien, mais qui offrait tout. Dans la voiture, aucun mot ne fut échangé. Mais leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne détourne le sien, rougissant légèrement. Émile, lui, fixa la fenêtre, mais son reflet sur la vitre trahissait une émotion nouvelle. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas envie de reprendre le contrôle. Pour la première fois, il n'avait pas envie que la soirée se termine. Clémence, dans son appartement, alluma une veilleuse et se glissa sous sa couverture en pensant à cette phrase « une faille nécessaire ». Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait pour elle, mais elle sentait qu'une porte venait de s'entr'ouvrir. Pas une de ces portes qui donnent sur des salons brillants ou des contrats lucratifs. Une porte intérieure, vers un lieu qu'elle n'avait pas visité depuis longtemps, là où les blessures peuvent devenir des racines. Le mercredi après-midi s'écoulait lentement dans les couloirs silencieux du siège social d'Émile Laurent. Le personnel allait et venait avec efficacité. Les téléphones sonnaient discrètement. Les écrans affichaient des courbes, des chiffres, des calendriers minutés à la seconde près. Rien ne semblait troubler la mécanique bien huilée de cette structure dominée par la logique, jusqu'au moment précis où l'ascenseur s'ouvrit sur un fantôme du passé, Camille Vernier. Même allure élancée, même port altier, même regard perçant. Mais il y avait dans ses yeux une urgence nouvelle, une tension qu'elle ne faisait rien pour masquer. Elle entra sans frapper dans le bureau d'Émile, sous les protestations molles de l'assistante qui n'eut pas le temps de l'arrêter. Il releva les yeux de ses documents et resta figé un instant, comme si son corps refusait de reconnaître ce visage qu'il avait enfoui sous des couches de silence et de souvenirs. « Camille ?»« Oui, Émile. »« Moi. » Le silence s'installa. Elle avança lentement, observa les lieux avec une moue amère. Rien n'a changé, je vois. Toujours aussi clinique, aussi impersonnel. Il referma son dossier, se leva lentement. « Pourquoi es-tu là ?» Elle sourit, mais c'était un sourire chargé de tristesse et de reproches. « Parce que j'ai fait une erreur, une grosse erreur, et parce que j'ai appris que tu allais te marier. » Il fronça les sourcils. « Me marier? Tu ne confirmes pas? Tu préfères qu'on parle de partenaire stable? Peu importe le terme, tout le monde parle de cette Clémence. » Il soupira, détourna les yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Parce que moi, ce que je vois, c'est l'homme que j'ai quitté il y a 2 ans et que je regrette encore, qui s'affiche soudainement avec une femme qu'aucun cercle n'a jamais vue, mais que tout le monde adore. » Il ne répondit pas. Elle s'approcha. « Émile, je suis revenu pour essayer, pour savoir si, malgré tout, il restait quelque chose. » Elle posa une main sur son bras. Il la laissa faire, par réflexe peut-être, mais ses muscles étaient tendus, comme figés. « Je ne suis pas venu rouvrir une blessure, » dit-elle plus doucement. « Je suis venu parce que j'ai peur que tu sois en train de te perdre dans un rôle qui n'est pas le tien. Tu ne sais rien de ce que je vis. Tu crois ça. Mais je sais ce que c'est de s'accrocher à une illusion. Je l'ai fait moi aussi. » La porte s'ouvrit brusquement. Clémence, convoquée pour une réunion logistique en vue d'un événement à venir, entra sans se douter de ce qu'elle allait découvrir. Elle s'arrêta net. Émile et Camille se tournèrent vers elle. Les yeux de Clémence se posèrent d'abord sur la main de Camille, toujours posée sur le bras d'Émile, puis sur leur visage. Il n'y avait pas de doute. Quelque chose de lourd flottait dans l'air. Je ne voulais pas interrompre. Elle recula instinctivement, mais Camille, avec ce ton tranchant qu'elle maîtrisait si bien, s'avança. « Vous devez être Clémence. » Clémence acquiesça, silencieuse. « Je suis Camille, l'ancienne compagne d'Émile. » L'ancienne vraie compagne. Le mot « vrai » tomba comme une gifle déguisée. Clémence baissa les yeux, mais ne répondit pas. Émile voulut intervenir, mais Clémence le devança. « Je comprends.
Je vais vous laisser. » Elle sortit. Cette fois, Émile ne l'arrêta pas. Et c'est ce silence, plus que tout, qui la frappa. Dans la rue, l'air était plus froid qu'elle ne l'avait prévu. Elle marcha sans but, le cœur battant, les pensées embrouillées. Elle avait accepté un rôle, une mission temporaire, mais à quel moment cela avait-il changé? À quel moment avait-elle commencé à attendre autre chose qu'un simple contrat? Elle pensa à ses paroles au bord du fleuve, à cette faille nécessaire qu'elle croyait partager, et elle sentit pour la première fois depuis longtemps une blessure véritable, non pas celle de l'orgueil, mais celle du cœur, car ce qu'elle avait vu dans le regard d'Émile, ce n'était pas seulement de la surprise, c'était de la confusion, et peut-être un attachement qu'il n'arrivait pas à placer, à nommer. Le soir même, elle fit sa valise. Elle n'attendit pas qu'il l'appelle, ni qu'il s'explique. Il n'y avait rien à dire. Elle laissa un mot sur la table de chevet de la chambre d'amis qu'elle occupait. Merci pour l'honnêteté, même silencieuse. Une faille ne se partage pas avec des murs. Elle prit le dernier train pour Lyon. Là-bas, dans cette ville où elle n'avait pas d'attache réelle, elle espérait retrouver quelque chose d'essentiel, sa propre voix. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce départ allait briser quelque chose en Émile, et que ce vide serait le seul vrai miroir de ce qu'il avait commencé à ressentir. Car désormais, sans Clémence, tout ce qu'il restait de sa stratégie n'était qu'une façade vide. Le train quittait lentement la gare de Lyon, ses roues martelant les rails comme une pulsation obstinée. Clémence, assise près de la fenêtre, regardait le paysage défiler sans le voir. Le sac posé à ses pieds contenait peu de choses. Quelques vêtements, un livre qu'elle n'avait pas ouvert depuis des semaines, et le contrat signé qui, désormais, ne valait plus rien. Ce qui lui restait, en revanche, c'était le poids de ce qui n'avait jamais été dit. Elle s'était engagée dans cette comédie, en se jurant de garder ses distances. Mais elle s'était menti. Et plus encore, elle avait été assez naïve pour croire que la vérité, même camouflée sous un mensonge, pourrait suffire à créer quelque chose de réel. Ce matin-là, avant de partir, elle avait rédigé une lettre. Pas une longue confession, ni un appel au secours. Juste quelques lignes, posées avec soin, comme on trace les limites d'un territoire qu'on refuse de laisser envahir par le regret. Elle l'avait laissée sur la table du salon, dans une enveloppe blanche sans nom. Elle savait qu'Émile la verrait. Il voyait tout, sauf peut-être ce qu'il ressentait. Le pardon ne vient qu'avec la vérité. Aucun contrat ne soutient ce qui n'est pas vrai. Si tu veux me retrouver, commence par te retrouver toi-même. Pendant que le train avançait, dans un autre quartier de Paris, Émile se tenait immobile devant cette lettre. Il l'avait lue 3 fois, comme s'il attendait qu'elle lui révèle un sens caché. Mais tout était clair et cruel. Elle était partie, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Le silence dans son appartement était étouffant. Tout était resté à sa place, comme figé dans un décor dont l'actrice principale avait quitté la scène sans avertir. Les fleurs qu'il avait achetées la semaine précédente commençaient à faner, et l'odeur de café froid s'accrochait à l'air comme une preuve tangible de son absence. Il essaya de reprendre le cours de sa journée. Réunions, appels, chiffres, promesses à négocier. Mais rien n'avait de consistance. Chaque parole prononcée sonnait creux. Son esprit revenait inlassablement à cette lettre, à cette phrase qui tournait en boucle dans sa tête. « Si tu veux me retrouver, commence par te retrouver toi-même. » Il n'avait pas dormi de la nuit. Au matin, il se regarda longuement dans le miroir de sa salle de bain. Les cernes sous ses yeux, le teint terne, les traits tirés, rien de ce que reflétait ce visage ne ressemblait à l'homme que les médias présentaient comme l'un des stratèges les plus brillants de sa génération. Il se sentait nu, vidé. Et dans cette nudité émotionnelle, quelque chose céda enfin. Il comprit. Ce n'était pas Clémence qui s'était immiscée dans sa vie par hasard. C'était lui qui, inconsciemment, l'avait appelée à combler une faille qu'il refusait d'admettre. Il tenta de la contacter, mais son numéro avait été désactivé. Il appela Margot, sa tante, espérant y trouver une piste, mais celle-ci ignorait tout de la destination de Clémence. Elle ajouta seulement, avec une voix douce mais ferme, « Tu sais, Émile, certaines personnes ne supportent pas longtemps les demi-vérités. Et elle, c'est une entière. » Il prit le train pour Lyon, le jour même. Arrivé à la gare Pardieu, il passa des heures à errer dans les rues, espérant croiser son visage parmi la foule. Il interrogea des hôtels, des pensions, sans succès. L'idée même de la retrouver semblait irréaliste, et pourtant, il ne pouvait pas renoncer, pas maintenant.
Le troisième jour, il se rendit dans une petite librairie près de la place Bellecour, sans but précis. Le libraire, un vieil homme au regard pétillant, lui conseilla un ouvrage sur les lettres d'amour à travers les siècles. Émile sourit à peine, par politesse. Mais ce geste anodin le ramena à Clémence, à ses mots, à la simplicité avec laquelle elle parvenait à exprimer des vérités qu'il passait sa vie à contourner. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, il ouvrit le carnet où elle avait commencé à noter des phrases durant leur sortie publique. Des observations discrètes, parfois drôles, parfois lucides. Parmi elles, une l'interpella particulièrement. Ce monde se compose de regards échappés, pas de vérité partagée. Il relut cette phrase plusieurs fois. Elle l'avait vue, vraiment vue. Et lui, que voyait-il vraiment d'elle? Il avait passé tant de temps à essayer de la faire entrer dans son monde qu'il n'avait jamais cherché à comprendre le sien. Clémence, pendant ce temps, s'était réfugiée dans un quartier calme près des quais de Saône. Elle avait trouvé une chambre dans une pension modeste, tenue par une femme chaleureuse, qui n'avait posé aucune question. Elle passait ses journées à marcher, à écrire, à chercher un travail manuel, quelque chose de simple, de réel. Elle refusait de regarder son téléphone, qu'elle avait éteint, ni de lire les journaux. Elle voulait que le silence l'aide à comprendre ce qu'elle ressentait vraiment. Mais chaque nuit, son esprit la ramenait à Émile, à ses silences, à ses maladresses, à cette faille qu'il avait osé lui dévoiler sans le savoir. Elle n'était pas partie par orgueil. Elle était partie pour ne pas devenir un mensonge de plus dans sa vie. Et pourtant, au fond d'elle, elle espérait. Elle espérait qu'il comprenne enfin, qu'il dépasse sa peur, qu'il ose tout risquer, non pour la convaincre mais pour être vrai. Rien d'autre, car elle n'avait pas besoin d'un homme parfait. Elle avait besoin d'un homme capable de dire « Je ne sais pas comment faire, mais je veux essayer ». Le bureau principal d'Émile Laurent, d'ordinaire un sanctuaire ordonné et froid, semblait soudainement vidé de son énergie. Les écrans affichaient des données bancaires, des projections de croissance, des calendriers pleins à craquer d'appels et de vidéoconférences. Pourtant, tout cela semblait superficiel, inefficace, presque anodin. Derrière chaque chiffre, chaque tableau, flottait un vide qu'aucune note ne pouvait combler. Quelques jours après son arrivée à Lyon, Émile était revenu à Paris, déterminé à reprendre le contrôle. Il avait tenté de rétablir le rythme habituel des réunions, de rappeler aux équipes les priorités, de répondre aux mails oubliés. Mais chaque geste, chaque mot prononcé sonnait faux, comme une voix enregistrée. Il n'y parvenait plus. Il manquait à sa posture, à son discours, quelque chose de simple, de la vérité. La fusion avec l'entreprise américaine devait être finalisée cette semaine-là. Une présentation décisive était prévue devant le conseil d'administration, les principaux actionnaires et quelques représentants des partenaires internationaux. Émile travaillait dessus depuis des mois. Il connaissait chaque chiffre, chaque courbe, chaque contre-argument potentiel. Pourtant, lorsqu'il essaya de s'entraîner dans une salle de réunion presque vide, il ne parvint pas à aller au bout de son exposé. Les mots se bloquèrent dans sa gorge, et son esprit, enivré de chiffres sans émotion, se trouva soudainement assailli par un souvenir fugace. Clémence, debout au bord de l'eau, le regardant parler d'amour comme d'une faille nécessaire. Il essaya d'écarter son image, mais plus il l'éloignait, plus elle revenait. Elle n'était pas dans ce plan de fusion. Elle n'avait rien à faire là, mais elle occupait tout l'espace. Il ne pouvait plus dérouler le discours sans se demander ce que Clémence aurait pensé de chacun de ses mots. Alors, il resta bloqué, incapable, paralysé. Le jour de la présentation arriva. La grande salle s'était remplie d'hommes et de femmes en costume, des quelques rangées visibles au-delà du pupitre jusqu'au fond de la pièce. Des journalistes financiers suivaient en silence, prêts à capturer chaque geste pour jauger sa performance. Il monta sur scène, posa son portable sur le pupitre, calcula mentalement les temps, inspira profondément. Et lorsqu'il ouvrit la bouche, sa voix s'enroua. Au premier slide, la salle retint son souffle alors que ses doigts tremblaient légèrement. Il but un verre d'eau, cherchait ses notes et essaya d'alléger son ton. Il voulait reprendre, contrôler, plaire. Et ce qu'il entendit sortir de sa bouche fut autre chose qu'un discours de négociation armée. « Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici aujourd'hui. » Un murmure parcourut l'assemblée. Plusieurs actionnaires se regardèrent. Il baissa les yeux. Le silence s'épaissit. Quelques secondes semblèrent durer des siècles. Puis il se redressa, ferma les yeux un instant.
Il décida de laisser tomber, de parler de ce qui le hantait depuis des jours sans oser l'énoncer. Il parla de leur vie, de leurs ambitions, de la pression inhumaine qu'ils s'imposaient. Il parla de la peur d'être vulnérable, d'admettre que tout n'est pas contrôlable. Il prononça le mot que personne ne voulait entendre dans ces cercles. Amour. Amour pour ses engagements. Amour pour l'idée qu'un projet dépasse les seuls chiffres. Amour pour cette femme qui lui avait montré qu'être vrai était plus puissant que toute stratégie. Il ne savait pas si c'était le stress, la fatigue ou l'émotion, mais il laissa couler quelques larmes, sans s'excuser. Il expliqua « Ne me jugez pas pour mes larmes. Je pleure parce que je suis humain. » La pièce resta silencieuse. Il avait perdu le contrôle. Et pourtant quelque chose de nouveau se passait. On l'écoutait, pas comme un PDG, mais comme un homme. Certains actionnaires ouvrirent des carnets, pris de notes, et Émile sut qu'ils ne notaient pas les parts fusionnées. Ils notaient cette faille, cette vérité en plein jour. Lorsque la séance se termina, il reçut des applaudissements polis. Quelques collègues le félicitèrent. Il leur répondit d'une voix calme, presque éteinte. Il avait franchi un seuil, ou tombé de sa tour. Il ne savait plus. Il savait seulement que la fusion était désormais incertaine, mais que sa propre structure interne, celle qu'il avait mise en place en se barricadant derrière la certitude, était sur le point de s'effondrer. En sortant de la salle, il croisa le regard d'un actionnaire influent, un homme qu'il ne connaissait pas, qui lui adressa un sourire. L'homme dit « Vous venez de vous rendre plus accessible que vous ne l'avez jamais été. Ça peut valoir de l'or sur le long terme. » Émile referma la porte de son bureau. Il resta debout, immobile, regardant la ville. Il y avait des lumières par milliers. Et dans ces lumières, une question. Qu'était-il prêt à sacrifier pour rester vrai? Parce que la chute dans les affaires n'était pas seulement la perte d'un contrat. C'était la chute d'un mur. Et une fois les murs brisés, il n'y avait plus de refuge. La journée se termina sur un mélange d'épuisement, d'espoir et de vide. Les chiffres n'avaient pas été atteints. Les contrats restaient fragiles. Mais pour la première fois depuis longtemps, son cœur battait à nouveau. Il sentait qu'il était vivant et qu'il avait besoin de plus que d'un événement réussi. Il avait besoin de vérité. Peut-être que la fusion attendrait. Peut-être que Clémence pourrait toujours entendre sa voix, même dans le silence qu'il laissait derrière lui. Le silence de l'appartement d'Émile semblait plus profond depuis que Clémence était partie. Il avait cessé d'allumer la chaîne IFI le matin, avait arrêté de regarder les informations, et même les bruits des voitures en bas paraissaient assourdis, comme si tout avait été étouffé par un épais voile de solitude. La lettre qu'elle avait laissée, soigneusement posée sur la table basse, n'avait pas bougé. Il la relisait chaque jour, parfois plusieurs fois. Chaque mot semblait porter plus de poids qu'un dossier de 100 pages de fusion. Mais ce qui le hantait vraiment, c'était une phrase en particulier. « Tu m'as engagé pour être vrai, je l'ai été, et toi ?» Cette phrase revenait comme un écho encore et encore, l'arrachant à ses automatismes, remettant en question chaque regard, chaque mot, chaque moment passé avec elle. Il s'était caché derrière un contrat, derrière une logique, comme s'il pouvait contrôler l'imprévisible. Mais il avait oublié une chose essentielle, les émotions ne se négocient pas. Il resta longtemps prostré dans son bureau, incapable de se concentrer. Il passait ses journées à simuler une forme de normalité, mais les automatismes ne remplaçaient pas la présence de Clémence. Elle était partout, dans le mug qu'elle utilisait, dans les livres qu'elle avait déplacés pour les remettre dans l'ordre qui lui semblait plus humain, même dans les silences entre deux appels. Un soir, en feuilletant distraitement un carnet oublié sur le rebord de la cheminée, il tomba sur une page griffonnée par Clémence. Une note qu'elle avait écrite sans intention qu'il la lise visiblement. Le vrai luxe, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense à quelqu'un et que cette personne écoute sans te corriger. Il resta figé. Tout ce qu'elle avait représenté, tout ce qu'elle avait offert était là. Une écoute, une vérité, un regard qui ne cherchait pas à modifier, à polir, mais simplement à comprendre. Ce fut cette découverte qui le décida. Il devait la retrouver. Non pas pour réparer quelque chose, mais pour lui dire enfin ce qu'il n'avait jamais su formuler. Il commença par Lyon, bien sûr, mais très vite, il se rendit compte qu'elle n'y était plus. Les quelques adresses où il pensa la trouver n'avaient jamais entendu parler d'elle. Il commença à douter. Et s'il avait trop attendu? Et si elle avait choisi de disparaître pour de bon, comme lui l'avait fait pendant des années avec ses propres émotions? Il fit appel à un ancien ami journaliste sans lui donner trop de détails.
Il expliqua seulement qu'il cherchait une personne, discrètement. Après plusieurs jours, la réponse arriva, brève, mais suffisante. Clémence Roux travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite à Grenoble. Grenoble, une ville qu'il connaissait à peine, un lieu calme à l'opposé du tumulte parisien. Et pourtant, cela lui semblait juste. C'était cohérent avec ce qu'elle était, proche des autres, loin du bruit. Il n'hésita pas. Il prit la route au petit matin, sous une pluie fine, avec un sac léger et l'intention lourde. Le trajet fut silencieux. Il n'écouta ni musique ni podcast, juste le bruit du moteur et le battement de son cœur, de plus en plus insistant à mesure qu'il approchait. Il se revoyait dans les rues avec elle, à Paris, son rire, son regard franc, ses silences pleins. Et surtout, cette façon qu'elle avait de l'obliger à se voir tel qu'il était, sans les couches de défense qu'il avait empilées au fil des ans. Il arriva à Grenoble en début d'après-midi. La ville, entourée de montagnes, baignait dans une lumière douce, presque irréelle. Il se dirigea vers l'adresse indiquée, une maison de repos entourée de verdure, simple mais bien entretenue. Il s'arrêta devant les grilles, hésita. Que dirait-elle? Serait-elle fâchée, déçue, indifférente? Il ne savait pas. Mais il ne pouvait plus fuir. Il entra, salua la réceptionniste et expliqua calmement qu'il cherchait Clémence Roux. La femme lui sourit, un peu surprise par son apparence formelle, mais lui indiqua le jardin intérieur. Il la vit là, à travers les vitres. Elle portait une blouse claire, ses cheveux attachés en un chignon simple. Elle riait doucement avec une dame âgée à qui elle servait du thé. Le contraste entre cette image et l'agitation du monde qu'il avait quitté la veille le frappa. C'était là qu'elle appartenait, non parce qu'elle fuyait, mais parce qu'elle construisait en silence quelque chose de profondément humain. Il avança. Elle leva les yeux, le vit, et le temps sembla suspendu. Elle ne bougea pas, mais son regard changea. Il s'y engouffra sans barrière. Il ne dit pas bonjour, il ne s'excusa pas. Il dit seulement d'une voix calme mais nue, « Je ne veux plus de contrat. Je veux tenter, me tromper, réussir, mais avec toi, pour toi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, puis baissa les yeux vers la tasse de thé qu'elle tenait encore. Elle inspira profondément. Il attendit. Dans le silence qui suivit, il comprit que rien n'était gagné. Mais il sut aussi que, pour la première fois, il venait de dire quelque chose de vrai. Et cela, même sans réponse immédiate, valait infiniment plus que toutes les promesses du monde des affaires. Le lendemain de son arrivée à Grenoble, Émile se leva tôt, incapable de dormir dans le lit trop court d'un hôtel de centre-ville, dérangé par le silence des montagnes et l'écho de sa propre décision. La veille, il avait prononcé des mots qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute, non dans les salles de réunion ni dans l'intimité d'un couple. Il n'attendait rien, et pourtant, chaque cellule de son corps était suspendue à une éventuelle réponse. Il savait qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. Il avait appris avec douleur que les émotions ne se dictaient pas, qu'elles se méritaient. Ce matin-là, il retourna à la maison de retraite. Il n'avait pas pris de rendez-vous. Il avait simplement acheté un petit bouquet de fleurs des champs au marché. Rien de spectaculaire, juste un geste, un signe. Lorsqu'il franchit à nouveau les grilles, la réceptionniste le reconnut immédiatement et lui adressa un sourire doux. « Qu'elle est dans la salle de lecture avec Monsieur Dupuis ?» dit-elle sans qu'il ait à poser la question. Il avança lentement, guidé par un mélange d'angoisse et de certitude. Il savait qu'il ne repartirait pas sans lui avoir parlé à nouveau, mais il ignorait ce que cela donnerait. La pièce était baignée de lumière naturelle. Clémence lisait à voix haute un passage d'un roman à un vieil homme assis dans un fauteuil roulant. Elle ne le vit pas tout de suite. Il s'arrêta sur le seuil, l'observa. La fluidité de ses gestes, la chaleur dans sa voix, la manière dont elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Il comprit alors que le monde dans lequel il l'avait invitée n'avait jamais été à sa hauteur. Elle appartenait à un autre espace, un autre rythme. Et pourtant, il voulait marcher à ses côtés, même si cela signifiait tout réapprendre. Quand elle leva enfin les yeux et le vit, elle ne fut pas surprise. Elle ne sourit pas non plus. Elle referma doucement le livre, s'excusa auprès de Monsieur Dupuis et se leva. Elle le rejoignit dans le couloir. Ils ne dirent rien durant les premières secondes. Puis, dans ce calme de fin de matinée, il tendit le bouquet. « Ce ne sont pas des fleurs de luxe. Je les ai choisies parce qu'elles n'impressionnent personne. Comme toi. » Elle le regarda sans répondre, mais il vit que ses yeux s'étaient assombris,
touchée par quelque chose qu'elle refusait encore d'admettre. « Clémence, je suis venu ici parce que j'ai échoué à comprendre ce que je ressentais quand tu étais encore à mes côtés. Je suis venu sans rien te promettre, parce que je sais que les promesses que j'ai faites par le passé n'étaient que des masques. Mais je te dois au moins une vérité. » Il inspira profondément. « Tu as bouleversé tout ce que je croyais savoir de moi. Tu as démonté, sans le vouloir, les murs que j'avais construits pour me protéger de tout. Tu n'as pas essayé de m'aimer. Tu m'as simplement regardé. Et ce regard m'a suffi pour me sentir vivant. » Elle détourna les yeux, les bras croisés. Il sentit qu'elle vacillait, mais aussi qu'elle n'était pas prête à flancher pour quelques mots, aussi sincères soient-ils. « Je ne suis pas venu pour te convaincre, je suis venu pour être là, pour que tu saches que je ne veux plus de contrat, plus de jeu, plus de façade. Si tu veux continuer ta vie ici, je la respecterai. Si tu veux qu'on reparte à zéro à ton rythme, je suis prêt. » Il fit un pas en arrière par respect. Elle le regarda longuement, comme si elle essayait de mesurer la sincérité dans les moindres replis de son visage. « Tu ne veux plus de contrat, dit-elle doucement. Mais tu m'as connu sous contrat. Comment sais-tu que ce que tu ressens est réel ?» Il ne répondit pas immédiatement. Puis il baissa les yeux et murmura « Parce que depuis que tu es parti, rien n'a plus de goût. Même le silence était plus doux quand tu étais là. » Elle ferma les yeux. L'émotion monta, discrète mais présente. Puis elle dit « Je ne peux pas te donner de réponse maintenant. Je ne suis pas un prix à remporter. Je suis une femme qui apprend encore à se faire confiance. » Il hocha la tête. « Je comprends. Je n'attends pas une réponse. Je suis ici. C'est tout. » Elle tourna les talons, retourna auprès de M. Dupuis, mais avant de refermer la porte, elle se retourna une dernière fois. « Émile ?» Il leva les yeux. « Merci d'être venu sans armure. » Et dans ce simple aveu, il sut qu'une brèche s'était ouverte. Une brèche fragile, mais réelle. Le reste ne dépendait plus de lui. Il avait parlé. Il avait attendu. Il avait choisi d'aimer sans contrôler. Et dans ce choix, il avait trouvé un nouveau départ, même sans certitude, même sans retour immédiat. Parce que parfois, ce n'est pas la réponse qui compte. C'est le fait d'avoir osé poser la question avec le cœur ouvert. Les jours passèrent à Grenoble dans un rythme lent, presque suspendu. Émile n'avait pas cherché à revoir Clémence tout de suite. Il savait que précipiter les choses reviendrait à saboter la sincérité de sa démarche. Il louait une petite chambre près du parc Paul Mistral, passait ses journées à lire, à marcher, à écrire parfois quelques mots sans adresse précise, qu'il glissait ensuite dans une boîte qu'il avait lui-même étiquetée à comprendre plus tard. Il n'avait jamais eu de journal intime, jamais consigné ses pensées ailleurs que dans des notes stratégiques ou des rapports financiers. Mais face à l'absence de Clémence, et surtout à la possibilité réelle de ne pas la retrouver dans sa vie, il avait commencé à tout reconsidérer. Clémence, de son côté, poursuivait son travail à la maison de retraite. Les résidents l'adoraient. Son calme, son humour sec, sa patience inhabituelle pour une femme si jeune, tout cela la rendait précieuse aux yeux des pensionnaires comme de ses collègues. Mais à l'intérieur, elle était habitée par une agitation qu'elle s'efforçait de contenir. Elle pensait sans cesse à Émile, pas au milliardaire ni au stratège, mais à l'homme qui s'était présenté dans son quotidien avec un bouquet de fleurs sans valeur marchande, le regard sincère, la voix tremblante. Elle relut plusieurs fois la lettre qu'elle avait commencé à lui écrire. Elle n'arrivait pas à la finir. Tantôt elle voulait lui dire de revenir, tantôt elle voulait lui demander du temps, tantôt elle voulait tout effacer pour recommencer ailleurs, seule, comme elle l'avait toujours fait. Mais ce qu'elle ne pouvait ignorer, c'était la sensation profonde qui l'avait changée. Non pas pour la séduire, mais pour se rapprocher de lui-même. Et cela, paradoxalement, la troublait plus que s'il avait tenté de la reconquérir avec des gestes spectaculaires. Après une semaine de silence, elle décida de lui écrire pour de bon. Une lettre, cette fois-ci complète. Pas une confession, ni une explication, plutôt un échange de vérité. Elle commença ainsi. « Émile, je ne sais pas où tu es exactement, mais j'ai l'intuition que tu es plus proche que je ne le crois. Et si tu l'es, alors sache que je t'écris pour t'inviter dans un espace qui n'est ni le tien ni le mien, mais celui que nous pourrions créer ensemble. » Elle poursuivit en évoquant ses doutes, ses peurs, ses espoirs. Elle parla des jours passés sans lui, du calme retrouvé, mais aussi du vide discret qu'il avait laissé derrière lui. Elle lui écrivit que la solitude ne l'effrayait pas, mais que l'idée de perdre un lien sincère, né dans les conditions les plus absurdes,
lui semblait encore plus douloureuse que les jours passés sans amour. Elle termina la lettre en l'invitant à un café discret de la vieille ville, le samedi suivant à 15 heures. Émile reçut la lettre le lendemain. Il la lut assis sur un banc face à la Bastille, la ville déployée en contrebas sous un ciel voilé. Il la relut une seconde fois, puis une troisième. Il n'y avait pas de promesse, pas d'engagement. Mais chaque mot résonnait comme un appel, pas un appel désespéré, un appel à l'authenticité. Le samedi, il arriva au café avec une demi-heure d'avance. Il choisit une table en retrait, commanda un thé, puis attendit. Il n'était pas nerveux, il était simplement présent, ancré, plus que jamais. Clémence arriva à l'heure exacte. Elle portait un manteau crème et une écharpe tricotée à la main. Son regard était franc, mais son pas mesuré. Elle s'assit sans un mot et pendant un moment, ils ne dirent rien. Puis elle parla. « J'ai eu besoin de silence pour entendre ce que je ressentais vraiment. » Il hocha lentement la tête. « Et qu'as-tu entendu ?» Elle soupira doucement. « Que je n'attendais pas un homme parfait. Que je voulais juste quelqu'un capable de rester quand le décor s'effondre. » Il baissa les yeux. Elle poursuivit. « Je ne te promets rien. Mais je suis prête à revenir à Paris. Pas pour toi, pour nous. Pour voir ce que ça pourrait devenir si on enlève tous les filtres. » Il releva les yeux. Elle le regardait droit. Il ne répondit pas par des mots. Il posa simplement sa main sur la table, paume vers le haut. Elle y déposa la sienne, doucement, sans geste brusque. Ils restèrent ainsi, à se regarder, à écouter les bruits légers de la ville autour d'eux. Ce n'était pas un retour triomphal. Ce n'était pas une réconciliation de contes de fées. C'était un accord. Un pacte silencieux entre deux êtres qui avaient enfin appris que l'amour, le vrai, commence là où s'arrête le besoin de contrôle. Et dans ce simple geste, dans cette décision partagée de continuer, naquit une promesse plus forte que n'importe quel contrat, celle de ne plus jamais trahir ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Le taxi qui les ramena de la gare jusqu'à l'immeuble d'Émile roula lentement à travers les rues de Paris, comme s'il respectait le silence précieux qui régnait entre les deux passagers. Clémence fixait les bâtiments qu'elle redécouvrait avec un mélange de familiarité et de distance. La ville lui semblait à la fois proche et lointaine, comme une maison d'enfance dont on aurait oublié les contours. Émile, assis à côté d'elle, ne disait rien. Il laissait le rythme de son souffle s'ajuster à celui de Clémence, sans presser, sans interrompre. Quand ils arrivèrent, il descendit le premier, paya le chauffeur et attendit qu'elle le rejoigne sur le trottoir. Elle leva les yeux vers l'immeuble, reconnut la façade, les fenêtres. Elle n'avait pas posé le pied ici depuis plusieurs semaines, mais elle se rendit compte que ce n'était pas l'espace qui l'avait marqué, c'était l'énergie qu'elle y avait ressentie, la tension d'un mensonge qu'elle n'avait pas choisi, mais dans lequel elle s'était retrouvée embarquée. Elle inspira profondément et franchit le seuil. L'ascenseur sembla plus lent que dans ses souvenirs. Ou bien était-ce son cœur qui battait trop fort? Lorsqu'ils arrivèrent à l'étage, Émile ouvrit la porte. Clémence entra la première, et ce qu'elle vit lui coupa un instant le souffle. L'appartement n'était plus le même. Les tableaux aux lignes froides et abstraites avaient disparu. Les surfaces, autrefois vides et impeccables, portaient désormais des objets simples. Une pile de livres sur la table basse, un plaid replié sur le canapé, une plante verte dans un pot de terre cuite un peu bancale. Les murs semblaient avoir retrouvé une texture humaine. Il n'y avait pas d'employé, pas de réceptionniste, pas de chef, pas de bruit mécanique. Le silence qui régnait n'était plus celui d'un espace déserté, mais celui d'un lieu prêt à accueillir. Émile la regarda observer chaque détail, sans chercher à s'expliquer. Elle s'avança jusqu'à la cuisine. Une odeur légère de café flottait dans l'air, mélangée à celle du bois ciré. Sur le comptoir, une tasse unique, non assortie, semblait avoir été utilisée récemment. Clémence effleura le bord de la table du bout des doigts, comme pour s'assurer que tout cela était bien réel. « Tu as changé les choses », dit-elle doucement. Émile hocha la tête. « J'ai changé ce que je pouvais. Ce qui reste à changer. Je préfère le faire avec toi. » Elle se tourna vers lui. Il se tenait droit, les mains dans les poches, un peu nerveux. Mais ses yeux étaient clairs, sans défense. Il s'approcha d'une porte et l'ouvrit. C'était la pièce qu'elle avait occupée pendant la durée du contrat. Elle était vide désormais. Un lit simple, des draps frais, un petit bureau avec un carnet neuf posé dessus. Pas une mise en scène, juste une invitation. Tu peux rester ici, ou choisir une autre pièce, ou me dire que tu préfères ton propre espace ailleurs. Je ne veux rien t'imposer. Clémence s'assit sur le rebord du lit.
Elle regarda autour d'elle. L'odeur du linge propre, la lumière douce, le calme. Ce n'était pas luxueux, mais c'était honnête. « Tu as tout vidé de ce que tu croyais devoir montrer, » dit-elle. Il s'adossa à l'encadrement de la porte. « J'en avais besoin. J'ai réalisé que je n'avais jamais vécu dans cet appartement. Je l'occupais. Maintenant, je veux vivre. » Elle baissa les yeux, puis releva le regard vers lui. « Et tu veux vivre avec moi, ici ? Seulement si tu veux aussi. » Elle se leva, s'approcha de lui. Elle posa la main sur sa poitrine, là où elle sentait son cœur battre. « Je suis revenu parce que tu ne m'as pas supplié. Tu m'as laissé choisir. Et parce que tu as su m'écouter quand je n'avais même plus la force de parler. » Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Je n'ai plus rien à te prouver. Je veux seulement construire quelque chose où tout a un sens. Même les silences, même les imperfections. » Elle esquissa un sourire. « Alors commence par me montrer ce que tu as mis sur la terrasse. » Il sembla surpris puis amusé. Ils traversèrent l'appartement. Il ouvrit la porte-fenêtre et la laissa passer. Sur la petite terrasse, autrefois vide, se trouvait désormais un banc en bois, quelques pots de fleurs modestes, un arrosoir coloré et une guirlande lumineuse suspendue à une rambarde. Mais ce fut le détail discret sur la table basse qui la toucha le plus. Un pot en terre cuite où elle avait un jour mentionné vouloir planter du basilic. Il y poussait timidement, mais clairement, le souvenir d'une parole lointaine, devenue réalité. Elle s'assit sur le banc. Il s'assit à côté d'elle. Aucun mot ne fut nécessaire. Elle regarda le ciel changer de teinte, le soleil descendre lentement derrière les toits. Ce n'était pas un retour triomphal, mais une rentrée intime. Une promesse silencieuse qu'ils allaient habiter cet espace, non comme deux inconnus liés par un contrat, mais comme deux êtres qui avaient appris à s'écouter au-delà des apparences. Elle tourna la tête vers lui. « Je n'ai pas besoin d'un conte de fées, juste d'un endroit où je peux poser mes doutes et qu'ils ne deviennent pas des reproches. » Il prit sa main, la serra doucement. « Tu peux poser ce que tu veux ici, même toi. » Et dans ce contact, dans ce moment suspendu, naquit la certitude qu'il n'y aurait plus de masque, plus de mur, rien qu'un espace partagé, construit pierre après pierre, où chaque geste, chaque silence, chaque imperfection trouverait enfin sa place. Le matin de l'inauguration, Paris baignait dans une lumière douce, celle des jours d'automne où le froid n'a pas encore tout à fait pris ses quartiers, mais où l'air déjà frais rappelle que les saisons passent, comme les douleurs, comme les doutes. Clémence était debout depuis l'aube. Elle avait passé la main sur la chemise d'Émile accrochée à la porte, l'avait repassée avec soin, non par habitude servile, mais comme un geste d'attention, un rituel silencieux qui exprimait bien plus que des mots. De son côté, Émile relisait pour la 5e fois le discours qu'il prononcerait quelques heures plus tard. Il ne voulait pas paraître trop solennel, ni trop détaché. Il voulait juste que ses mots soient justes, comme ceux qu'il avait enfin appris à prononcer depuis que Clémence était entrée dans sa vie sans frapper, mais sans bruit. Le centre social qu'ils allaient inaugurer se trouvait dans le 19e arrondissement, à l'angle d'une rue peu passante, dans un ancien bâtiment municipal rénové avec soin. L'idée était née de Clémence, un soir où ils partageaient un dîner simple sur la terrasse. Elle lui avait parlé de ces jeunes qu'elle avait vus errer près de la maison de retraite, sans but, sans occupation, de ces anciens qui avaient tant à transmettre, mais que plus personne n'écoutait. Elle avait dit « Il y a un lien à créer entre ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place et ceux qui ont peur de ne plus en avoir. » Il avait hoché la tête, d'abord touché, ensuite inspiré. Quelques jours plus tard, il avait fait les premiers virements. Elle s'était occupée du reste. Les bénévoles, les démarches, les idées. Lui avait suivi, en soutien, jamais en chef. Le jour de l'ouverture, des dizaines de personnes s'étaient réunies. Des enfants, des retraités, des curieux, des journalistes aussi, bien sûr, attirés par le nom d'Émile Laurent, mais surpris par la discrétion de l'événement. Pas de tapis rouge, pas de champagne. Juste du café chaud, des biscuits faits maison et des chaises disposées en demi-cercle. Clémence accueillait les invités avec une simplicité qui la caractérisait. Elle écoutait, notait, souriait sans artifice. Elle n'était pas la compagne du financier. Elle était la cofondatrice, l'âme de l'endroit. Quand vint l'heure du discours, Émile monta sur l'estrade de fortune. Il ajusta le micro, remercia l'assistance, puis sortit quelques feuillets de sa poche. Mais au lieu de les lire, il les plia et les rangea à nouveau.
Il leva les yeux vers le public. Je devrais vous parler de financement, de projection, de modèle, mais ce centre n'est pas né d'un tableau Excel. Il est né d'un regard, celui de Clémence. Il se tourna vers elle. Elle était debout sur le côté, bras croisés, attentive. Elle rougit légèrement mais ne détourna pas les yeux. C'est elle qui a vu ce que moi je n'arrivais plus à voir, que les liens humains sont notre seule richesse durable, que l'écoute est plus précieuse que le rendement, que parfois il faut arrêter de chercher à réussir pour commencer à exister. Il marqua une pause. Le silence dans la salle était dense, chargé d'attention. Il y a quelques mois, j'ai proposé un contrat à Clémence, un accord froid, impersonnel. J'avais besoin d'une façade. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle allait m'offrir bien plus qu'une image. Elle m'a offert un miroir. Et dans ce miroir, j'ai vu l'homme que j'avais cessé d'être. Il se tourna complètement vers elle. Aujourd'hui, je signe enfin quelque chose de vrai. Non un acte notarié, mais une présence, une volonté. Je signe avec toi, Clémence, un engagement silencieux mais réel. Celui de te suivre dans ce que tu es, de construire avec toi ce qui a du sens. Il descendit de l'estrade. Les applaudissements ne furent pas bruyants, mais profonds, sincères. Un vieux monsieur en fauteuil roulant pleurait discrètement. Une jeune fille d'une quinzaine d'années, tresse sur l'épaule, le regardait avec admiration. Clémence s'approcha. Elle ne dit rien. Elle prit la main d'Émile et la serra fort. Puis elle monta à son tour sur l'estrade. Elle prit le micro. « Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je ne sais pas faire de discours, mais je sais ce que je ressens. Et je sais reconnaître un geste d'amour quand il n'est pas entouré de rubans. » Elle se tourna vers Émile. « Tu m'as demandé d'être vrai, quand tout ce que tu voulais, c'était une illusion. Et moi, j'ai accepté de jouer, pensant que je savais séparer le jeu de la vie. Mais ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris, ce que nous sommes devenus, c'est tout sauf un jeu. » Elle fit un pas de côté, s'empara d'un document symbolique, un certificat de fondation. Elle le signa sous les regards de l'Assemblée, puis elle tendit le stylo à Émile. Voilà la seule signature qui compte. Celle qui dit « On commence ici, ensemble, sans condition. » Il signa. Les gens se levèrent. Il n'y eut pas de cris, juste une série de regards émus, de sourires silencieux. En quittant la salle, main dans la main, ils traversèrent un petit couloir où était accrochée une citation sur le mur, choisie par Clémence. « Là où l'on aime, il ne fait jamais nuit. » Ils s'arrêtèrent devant. Ils se regardèrent. Ils savaient désormais que ce n'était pas un contrat qui les liait, mais une histoire. Une vraie, faite de fragilité, de respect, et de cette chose rare qu'aucun accord ne peut imposer, la vérité partagée.